depuis maintenant 3 ans. Alors, c'est moi qui vais faire l'animation aujourd'hui de la présentation de la zone CEC, la classe à distance. Par contre, pour débuter, se joint à moi notre directeur général, M. Martin Vallière, qui va s'occuper, lui, de son côté, de faire la présentation de nos nouveaux outils numériques qui seront disponibles à compter du mois d'août sur la zone CEC, qui devrait grandement simplifier votre travail au niveau de l'enseignement à distance via la zone CEC, qui est notre plateforme numérique. Alors, pour les nouveaux arrivants, on va demander, s'il vous plaît, de bien vouloir fermer vos caméras et micros. Vous actionnez votre souris, vous faites apparaître la barre de défilement dans le bas de l'écran et vous cliquez sur la caméra et sur le micro pour désactiver ceux-ci. Bien sûr, c'est pour le confort de tout le monde, pour éviter des distorsions de son et d'image. Ce sera plus confortable ainsi, ça permet un meilleur partage d'écran. Pendant la présentation, il y a ma collègue Eliane Giguère qui va être disponible au clavardage. Pour avoir accès au clavardage, c'est dans la même barre d'outils que vous allez le trouver. Il y a un petit icône un peu plus vers la droite qui ressemble à une icône de texto qu'on a sur nos cellulaires. Alors, si vous cliquez dessus, ça vous permet d'ouvrir le clavardage et de poser vos questions directement. Ma collègue Eliane va vous répondre tout le long de la présentation. Si vous avez des questions un petit peu plus détaillées, à la fin, et uniquement à la fin pour permettre quelque chose de plus fluide au niveau de la présentation, nous ferons place à une petite période de questions. Donc, vous pourrez à tour de rôle, quand on vous donnera la parole, ouvrir vos micros et nous poser les questions en direct. Mais pendant la présentation, s'il y a quoi que ce soit, niveau technique, questionnement, passez par le clavardage. Si toutefois votre clavardage fonctionnait mal, la façon qu'on a trouvé de contourner ce petit problème technique-là, c'est que vous vous déconnectez de la réunion et vous vous reconnectez. Normalement, ça règle le problème d'accès au clavardage. Alors, pour les nouveaux arrivants, je répète une dernière fois de bien vouloir fermer vos micros et caméras en actionnant la petite barre d'outils et en allant cliquer sur les icônes pour permettre le confort de tout le monde, s'il vous plaît. Alors, on débute à l'instant. Martin, je te laisse la parole pour présenter les nouveaux outils. Je prends le relais tout de suite après pour les fonctions de la plateforme numérique. Bonne présentation tout le monde. Parfait. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Bien, écoutez, je vais prendre 15 minutes de l'ensemble du webinaire parce que j'avais le goût de vous rencontrer, peut-être parce que je suis confiné moi aussi, j'avais le goût de voir du monde, mais aussi surtout parce que j'avais une belle nouvelle à annoncer. Ben, je me suis donné ce privilège-là de vous l'annoncer. C'est-à-dire qu'on vous regarde depuis le début de la crise, depuis l'arrêt dans des écoles. On vous regarde aller, les enseignants, puis notre rôle, c'est de vous accompagner puis d'être partenaire avec vous. Puis, bien sûr, la formation à distance ou en distanciation, tout dépendant de votre cas, ben, on a vu que c'était quand même nouveau pour plusieurs, pour ne pas dire pratiquement tout le monde. Et on vous a vu aussi vous approprier des outils de visioconférence, vous organiser votre travail autrement. Et on a pris beaucoup de temps à vous observer, à regarder vos discussions sur Facebook, vos enjeux, vos difficultés. Vous savez, comme éditeur aussi, on travaille, nos auteurs, ce sont essentiellement des enseignants, puis notre personnel, on travaille avec beaucoup de consultants. On a des groupes avec d'enseignants parce que pour nous, c'est important d'être branché sur votre réalité. Eh bien, on a décidé, dès le début, j'avais l'impression qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour la rentrée qui tenait compte de cette nouvelle réalité-là, soit de distanciation ou à distance. Et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui Je suis tellement content d'être capable de vous présenter ça et surtout d'avoir été capable de vous dire qu'on va l'avoir pour la rentrée scolaire, des fonctionnalités qui vont vous permettre de faire directement d'Amazon dans une plateforme d'apprentissage, dans une plateforme où vous diffusez vos contenus, où vous travaillez avec les élèves vos contenus, d'avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre de le faire à distance. Alors, je vous partage tout de suite une image vaut 1000 mots. On va commencer par la vue de l'enseignant, qui est la première vue à voir ici. Alors, j'arrive. Donc, dans le fond, ce qu'on vous propose d'Amazon, tout sera intégré. Alors, ça sera possible pour vous à partir dès le mois d'août. Les fonctionnalités seront mises en ligne, de pouvoir, pour plusieurs enseignants qui utilisent présentement Amazon, vous créez des groupes pour les exercices interactifs, vous créez des groupes pour aller voir les cahiers de vos élèves.
peut-être ce que je viens de nommer là, certains des enseignants ne connaissent pas ces, ces fonctionnalités-là déjà qui sont en place. Mais ce qu'on ajoute, c'est la capacité de vous d'enseigner à distance live à vos élèves. Donc, à partir du moment où vous avez créé un groupe, alors qui est déjà existant pour les raisons dont je viens de faire mention, exemple pour les exercices interactifs, vous entrez dans votre groupe et pour, un peu comme vous le faites avec Teams, avec des Zooms, avec les Google Meet, vous pouvez inviter vos élèves par courriel aussi au cours, comme vous pouvez le faire d'une manière live dès que vous êtes dans la plateforme, si vos élèves sont dans la plateforme, vous pouvez activer ces fonctionnalités-là. Alors, vous avez automatiquement ici à droite les élèves en ligne, vous en avez 15 sur 30. Vous voyez de vos élèves qui sont actuellement en ligne, donc qui sont en surbrillance. Ceux qui ne sont pas en surbrillance, ce sont les absents. Et vous avez, dans votre interface, vous avez ici la main levée, vous avez le micro, et il est possible, ici, je ne sais pas si vous voyez à droite, là, il n'est pas en bleu, au-dessus des bonhommes bleus, vous avez ici la possibilité de chatter. Donc, ce qu'on vous permet de faire, c'est d'enseigner live, de communiquer live avec vos élèves, un peu comme vous le faites avec vos outils de visioconférence, mais directement à même ma zone CEC, pas besoin de d'autres installations, tout ça, et tout ça gratuit pour tous vos produits. C'est un ajout de fonctionnalité qu'on fait à une plateforme et non pas à un produit. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Alors, vous voyez ici, vous êtes dans l'environnement Amazon et là, j'ai activé la maquette où vous voyez le chat, où vous pouvez communiquer en bas le chat. Vous avez ici une petite flèche à droite. Vous êtes capable de faire apparaître le chat, le faire disparaître d'un côté et l'autre. Et nous avons observé aussi sur quoi les profs se butaient dans les plateformes actuelles. Sans prétention, on a vu des choses simples. Une des choses simples qu'on s'est dit et que présentement, on voit des histoires qui se produisent à chaque jour d'ailleurs avec ces outils-là, c'est les outils de contrôle. La capacité de contrôler les micros, la capacité de contrôler le chat, vous avez plein contrôle. D'abord, et aussi les participants. Parce qu'à partir du moment où c'est des élèves qui ont des comptes d'Amazon, quand vous faites une invitation, il n'y a pas le petit voisin qui a reçu le courriel qui peut arriver puis faire le clown. Ça ne se peut pas parce que c'est directement des élèves que vous avez dans votre groupe, que vous avez créé et que vous avez donné accès. Alors, c'est vous mettre à bord sur le contrôle. Alors, il n'y a personne qui va pouvoir vous enlever le micro ou prendre le micro. C'est vous qui décidez, qui donnez les droits de parole, qui contrôlez aussi le chat. Donc, ces éléments de contrôle-là sont importants et vous les avez ici en bas. Vous pouvez enlever votre caméra, mais vous pouvez mettre les caméras, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous avez les séances qui sont là. Je vous montre tout de suite les 3 options comme prof. Ce que vous pouvez faire avec vos élèves, c'est qu'il y a 3 modes que vous allez pouvoir activer lorsque vous allez être en visioconférence. Il y a un mode caméra, il y a un mode partage écran, il y a un mode session de travail. Et vous allez voir là, bien sûr, des choses similaires à ce que vous utilisez déjà à même notre plateforme. Et vous allez voir des choses différentes, en tout cas un avantage certain que j'ai bien hâte de vous faire découvrir. Alors, vous contrôlez aussi, quand je parlais de contrôle, vous contrôlez aussi les mains levées. Alors, l'élève peut, au fur et à mesure que vous travaillez avec lui, il lève la main s'il y a une question, il peut poser la question sur le chat et c'est vous qui gérez. Et même, je peux vous dire aujourd'hui, hier, je ne l'ai pas dit, il y avait un autre webinaire. Aujourd'hui, je peux vous dire même qu'il y aura une priorité sur les mains levées directement. Je vais vous montrer. Alors, je ne l'ai pas ici, mais vous aurez des notifications au fur et à mesure qu'il y aura des questions. Et vous aurez des chiffres dans la main, 1, 2, 3, un peu comme on fait en classe lorsqu'on gère une classe. Ben, on se dit, Patrick a été le premier à lever la main, on lui demande, et le deuxième, tout ça. Alors, puisqu'on le sait qu'on est sollicité quand on travaille en visioconférence, plein de choses. Alors, sur plein de choses, qu'à un moment donné, on perd le fil, ce n'est pas la même dynamique. Donc, on va vous aider, on va l'indiquer qui a levé la première, deuxième, troisième main, et ainsi de suite. Et vous avez ce contrôle-là aussi. Donc, je reviens aux 3 modes. On va aller voir un peu là, je vous ai montré des interfaces enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire comme expérience pour l'élève? Alors, on va aller voir les interfaces des élèves. On a essayé de toujours se poser la question
de revenir au réflexe d'une pratique en classe. Alors, c'est un peu toujours comme ça qu'on s'est posé la question. Alors, le mode caméra, c'est un mode en réalité un peu où vous faites l'enseignement magistral, vous êtes en avant, vous expliquez et vous prenez dans l'interface, c'est juste vous qu'on voit, la caméra directement qui sera là. Donc, l'élève va vous écouter faire la leçon. C'est vous qui déterminez les modes. Alors, si vous avez décidé de prendre le mode caméra, c'est l'expérience que vous allez voir. Mais bien sûr, quand vous êtes en mode caméra, il est possible pour l'élève de chatter avec vous. Et vous pouvez soit répondre de vive voix, vous n'êtes même pas obligé de donner une réponse écrite parce que vous êtes capable de lire les chats en même temps. Il y a aussi le mode partage écran. Eh bien, c'est le mode que vous connaissez avec les outils que vous utilisez déjà, qui est le mode en réalité où vous êtes directement en haut. L'élève continue à vous entendre. L'élève continue à vous voir s'il vous voulez bien et il peut enlever la caméra parce que la caméra cache du contenu. Ça se peut que vous soyez obligé que l'élève soit obligé de rétrécir s'il y avait un contenu disponible. Mais vous êtes là et vous partagez. Là, ici, on voit la page du cahier Histoire à la carte, qui est notre nouveau produit, qui, c'est sûr qu'il va être complet et disponible au mois d'août. Mais vous pouvez aussi avoir une page web. Alors, dans le fond, le partage d'écran, c'est la même expérience que vous avez présentement avec un Teams, un Zoom. Vous êtes en train de naviguer. Ça peut être un document personnel, un PDF personnel, un fichier Word. Ça peut être une page web dans laquelle vous voulez montrer des choses. Alors, c'est vous qui décidez. C'est un partage d'écran, on le dit bien. Ça peut être aussi le cahier de l'élève que vous avez consulté, parce que vous êtes capable, avec ma zone CEC, de consulter un cahier d'un élève d'Atlas, parce qu'il vous a posé une question, il a chatté, alors soit par le micro ou par le chat, vous voulez lui répondre. Alors, on va aller voir ton cahier, Marc-André. Alors, vous cliquez sur le cahier de Marc-André, le cahier de Marc-André apparaît avec ses réponses et vous êtes capable de commenter. Bien sûr que tout ça fonctionne aussi, ce partage-là, ces outils-là, ces fonctionnalités-là, avec les outils que vous avez déjà de déposer des documents à l'intérieur. Donc, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est disponible. Exemple, l'ardoise, vous avez accès à une ardoise. Présentement, ceux qui ont mathématiques, vous avez l'ardoise avec la barre d'outils mathématiques, mais tout le monde aura l'ardoise. Sans barre d'outils mathématiques, ce n'est pas un produit en mathématiques sur lequel vous pouvez écrire, faire des démonstrations, tout ça. Alors, tout ça sera possible pour vous. Le dernier mode, qui est le mode session de travail, eh bien, c'est le mode qu'on pense qui donne un réel, en tout cas, qui tient compte de votre réalité. C'est-à-dire que pendant que vous enseignez, l'élève est capable de travailler directement, toujours en vous voyant, dans le cahier ou à faire ses exercices interactifs. Bref, dans ma zone, dans sa plateforme, en même temps que vous êtes là, soit à expliquer quelque chose, soit à donner une consigne. Et ça, bien, vous le vivez présentement, comme je le vis présentement, là, je vous parle et j'ai juste une petite caméra, mais j'ai pas du tout, j'ai dû sortir pour m'en aller sur le web. Alors, ce n'est pas à l'interne, je dois naviguer d'un endroit à l'autre. Vous savez de quoi il s'agit quand vous faites du partage écran. Eh bien là, dans ce cas-ci, c'est un mode session de travail, c'est vraiment l'élève qui travaille dans ma zone. Alors, c'est la grande nouveauté parce qu'on a pris cette décision-là dès le début de la COVID. On a regardé comment vous faites la classe. On se doutait bien que la rentrée, sans personne savoir exactement de quoi il va s'agir comme scénario que le gouvernement va retenir. Il se dit toutes sortes de choses. On verra bien, mais on le sait que ces outils-là seront là parce qu'on parle à formation à distance, mais en classe, aussi les contacts en distanciation, vous aurez probablement besoin de faire attention et donc le chat va quand même être nécessaire probablement, ou en tout cas pertinent si ce n'est pas nécessaire. Alors à vous de voir dans le contexte, mais tout ça peut se faire autant dans une classe. Il y a un prof qui me disait « Ah ben oui, c'est sûr, je vais pouvoir même si j'avais 15 élèves dans ma classe, puis j'en ai une série à la maison, je vais pouvoir faire le cours en même temps. » Tout ça est vrai et c'est vous, les spécialistes, qui allez y trouver son sens selon votre pratique, selon vos outils, les outils que vous utilisez. Mais de toute manière, ce n'est pas obligatoire, c'est un plus, mais nous sommes très contents
de vous proposer ces fonctionnalités-là uniques dans ma zone et très fier d'être capable de le faire parce que vous devinez quand même, c'est beaucoup de boulot. Ça fait déjà plus de 6 semaines que nous travaillons sur ce développement-là. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai une petite question pour vous. Je ne sais pas, ceux qui connaissent bien Teams, je vous poserai la question pour finir. C'est, vous avez la main levée, alors j'aimerais ça, si vous êtes capable de me donner à main levée, dire oui, je trouve que c'est intéressant, tout ça, j'aimerais bien. Ça me donne un feedback. Vous êtes un peu comme vous, hein? On est dans une situation où on n'a pas beaucoup de feedback. Je n'ai que des pastilles. Je me sens tout seul dans mon sol à vous jaser. Alors, j'apprécierais, ça va juste me donner une bonne idée. Je vois que. Ben, merci d'avoir répondu parce que je trouve vraiment ça sympathique. Ça me donne. Des mains levées ne m'ont jamais donné autant de satisfaction. Ben, merci beaucoup. Je passe la parole à Nathalie et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Alors, rebonjour. J'ai vu sur le clavardage, là, en attendant, je me permettais de regarder un petit peu le clavardage. Fait que je vais répondre à quelques-unes de ces questions-là dans ma présentation, entre autres d'aller vous montrer cette fameuse ardoise-là. Là, je voyais que la question revenait souvent. Donc, inquiétez-vous pas, là, je vais passer par-dessus beaucoup de fonctionnalités de la plateforme numérique. On va essayer de faire un bon tour d'horizon. Fait que je vais commencer d'abord tout de suite en partageant mon écran. Et voilà. Alors, quelqu'un peut me confirmer que ça marche bien, le partage d'écran? Oui, ça fonctionne bien. Super, merci beaucoup. Alors, normalement, quand vous arrivez, la première chose à faire, bien entendu, quand on veut utiliser les produits de la zone CEC, de CEC, vous achetez et vous faites commander par l'école une licence enseignant qui vous donne accès à plusieurs fonctionnalités différentes, plusieurs vignettes différentes. On va rentrer dans la zone CEC, vous allez voir ce dont je veux parler. La première chose à faire, bien entendu, c'est de se créer un compte sur la zone CEC pour pouvoir activer vos contenus et avoir accès à toutes ces choses-là. Normalement, pour inscrire un compte et s'ouvrir un compte, nous devons aller sur la zone CEC. On arrive sur le tableau que vous voyez à l'écran présentement, qui est le tableau de connexion. Évidemment, si c'est votre première visite, que vous n'avez pas de compte, un petit peu ici en bas, c'est inscrit pas de compte, inscrivez-vous maintenant. C'est ici que vous devez aller et suivre les étapes qu'on vous propose. Moi, je vais rentrer tout de suite dans mon compte, donc je ne cliquerai pas nécessairement sur inscrivez-vous maintenant. Les étapes sont très, très bien détaillées. On vous demande votre nom, votre prénom, votre établissement scolaire et ensuite de créer votre identifiant et votre mot de passe. Je vous spécifie que c'est bien important de le prendre en note parce que quand il y a des mises à jour qui sont faites par les écoles ou par les commissions scolaires au niveau Internet, au niveau de la flotte informatique, eh bien, même si on a cliqué se souvenir de moi ici, la plupart du temps, ça fonctionne, mais aussitôt qu'il y a une mise à jour, il faut rentrer à nouveau notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de le noter à quelque part ou accessible facilement pour que vous puissiez avoir accès à vos contenus en tout temps, peu importe l'endroit où vous êtes aussi. Je spécifie à ce moment-ci déjà que ce compte-là, autant pour vous que pour vos élèves, peut vous suivre toutes les années de votre enseignement et toutes les années du parcours de l'élève. Ce n'est pas nécessaire de créer un nouveau compte à chaque année. Encore moins pour les élèves d'en créer un chaque année parce qu'ils viennent qu'ils ne savent plus du tout où quel nom d'utilisateur il avait pris, quel mot de passe. Donc, le compte peut suivre vos années et peut suivre le parcours scolaire de l'élève aussi. Donc, on se crée un compte, on prend le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on garde précieusement et à chaque année, on réutilise le même compte où on va ajouter de nouveaux contenus, ce que je vais vous montrer de ce pas. Je précise aussi que pour la zone CEC, vous pouvez passer soit par l'application que vous allez télécharger directement sur le site, une application qui est gratuite. Ceci dit, sur iPad, évidemment, par le App Store, vous avez l'application Ma Zone CEC 2.0 ou vous pouvez aussi y accéder via le web, via Internet. Par contre, cela nécessite le navigateur Google Chrome. C'est Google Chrome qui prend en charge la zone CEC. Moi, c'est de là que je pars actuellement, donc de Google Chrome, où j'ai tapé mazonecec.com et où on me mène au panneau de connexion. Alors, j'entre mon nom d'utilisateur ainsi que mon mot de passe et on clique tout simplement « Se connecter » et on entre dans la bibliothèque directement.
Ne faites pas de grands sauts, c'est normal, ça prend un petit peu plus de temps. J'ai une bibliothèque très garnie puisque j'ai tous les produits du secondaire 1 à 5, incluant aussi les produits pour adultes. Ce ne sera pas votre cas. Alors, tantôt, quand je disais, quand on entre dans la bibliothèque, en se créant un compte, vous allez arriver dans la bibliothèque ici et il y aura un grand rectangle inscrit « Votre bibliothèque est vide, veuillez activer vos contenus ». Pour activer les contenus, c'est le petit signe plus ici. Vous voyez ici, on me demande le code d'activation. Quand vous achetez un produit, une licence enseignant, vous recevez un code d'activation par courriel à 8 lettres majuscules. C'est important de respecter les lettres majuscules. On vient entrer les lettres juste ici et on fait soumettre ensuite. Ils vont vous redemander votre nom d'utilisateur et d'accepter les conditions d'utilisation. C'est normal, c'est un souci de sécurité pour nous assurer que c'est bien vous qui avez activé le contenu et vos contenus vont automatiquement apparaître dans votre bibliothèque comme ce serait ici. Moi, je vais chercher ma petite loupe. C'est pour chercher plus rapidement dans ma bibliothèque. Je vais travailler aujourd'hui avec le cahier matières premières, qui est un cahier de français de première secondaire. C'est parce que je suis habituée et j'aime bien ce produit-là, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. J'aurais pu en prendre n'importe quel autre. On a une nouvelle édition, ceci dit, de matières premières cette année. Donc, je vais vous montrer certaines fonctionnalités à partir de la nouvelle édition, mais je vais aussi devoir aller dans l'ancienne édition qui était encore effective cette année parce que certaines fonctionnalités ne sont pas encore tout à fait apparues dans la 3e édition. Ça va se faire dans les semaines à venir. Mais pour être sûr que j'ai accès à toutes mes fonctionnalités, je préfère fonctionner avec l'édition 2, celle qui est en cours cette année. Alors, quand vous activez votre contenu, apparaît alors dans votre bibliothèque une série de vignettes, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui vous donne accès à votre cahier corrigé, aux suppléments quand il y en a dans certaines collections, aux notes pédagogiques, ça aussi quand il y en a dans certaines collections, vos reproductibles. La vignette reproductible, c'est une vignette qui va comprendre toutes vos fiches reproductibles supplémentaires, d'exercices supplémentaires, mais aussi toute la section des évaluations qui viennent avec nos produits. Tout ce qui se retrouve dans les vignettes reproductibles sont toujours en format PDF et Word pour vous permettre de pouvoir, via le format Word, de faire des modifications comme bon vous semble sur ces fiches-là. Autant, ne serait-ce que pour les pondérations, les grilles de correction, peu importe les modifications que vous avez besoin de faire, vous avez toujours accès au format Word dans les reproductibles. Ici, j'ai des dictées parce que je suis en français et les produits, pour la plupart, presque quasiment tous, contiennent aussi la section exercices interactifs qui permet à l'élève, dans son compte de la zone CEC, d'aller faire des exercices autocorrectifs en lien direct avec la matière qui est proposée. C'est une fonctionnalité que vous pouvez gérer, qu'on va aller voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Je commence par entrer dans mon cahier. Donc, quand vous êtes en mode enseignement à l'école, ce mode cahier-là vous permet directement d'afficher au TBI, au TNI, ce que vous voulez enseigner et ou corriger avec les élèves. Quand j'entre dans mon cahier, m'apparaît la fameuse barre d'outils qui me permet de faire des actions dans mon cahier numérique. Je vais passer les outils un par un et vous allez vite comprendre la fonctionnalité de chacun et de l'importance de d'autres. J'ai ici une barre d'outils que je peux mettre à la verticale. Malheureusement, moi, j'ai un tout petit ordinateur portable, donc mon écran n'est pas assez grand pour pouvoir mettre ma barre d'outils à la verticale. Vous voyez, si je clique dessus, il me le dit que mon écran est trop petit. Quand on est sur un TBI, quand on est sur un iPad, même régulier, ça fonctionne très bien. Même sur un ordinateur un peu plus grand, là, quand je vous dis petit, moi j'ai un écran de 13 pouces, là, fait qu'il est vraiment petit. J'ai ensuite mon petit bouton que j'appelle moi le bouton Reset. Quand je sélectionne un outil et que je veux passer à un autre outil, je viens cliquer sur ma flèche pour comme dire à la plateforme, écoute, c'est plus ça que je veux utiliser tel autre outil. J'ai ensuite ma loupe plus et ma loupe moins. Je viens sélectionner ma loupe plus et je viens me faire une petite sélection que je voudrais voir un peu agrandie sur mon TBI. C'est surtout utile pour le TBI, croyez-moi.
Et là, je laisse aller. Ça permet à la plateforme d'aller sélectionner exactement, de prendre votre sélection. Elle prend le point central de cette sélection-là et elle l'agrandit au maximum jusqu'à temps qu'elle puisse avoir la meilleure clarté possible. Fait que ça vous permet vraiment d'aller chercher les détails que vous avez besoin sur certaines pages. Et pour revenir à mon format, c'est la loupe Zoom moins. Là, je suis dans un mode demi-page. Mon mode d'affichage, il est ici. J'ai le choix du demi-page, j'ai le choix d'une page complète et j'aurai le choix même d'une double page. Alors, vous comprendrez que si je suis en double page, ma loupe devient vraiment, vraiment intéressante pour pouvoir aller sélectionner quelque chose et l'agrandir, surtout quand je suis en classe et qu'il y a des jeunes qui sont un petit peu plus loin derrière pour faciliter la compréhension et la lecture de tout le monde. Peu importe le mode que vous allez choisir, je vais revenir en demi-page, ça va être plus facile. Peu importe le mode que vous choisissez, que ce soit la demi-page, la page complète ou le double page, vous pouvez toujours utiliser vos loupes Zoom Plus et Zoom Moins. Ensuite, j'ai mon format de texte où je peux aller sélectionner ma couleur de texte, ma grosseur de texte, mon style et la largeur de mon bloc de texte. J'ai mon petit crayon qui est l'outil qu'on utilise quand même, relativement. On choisit une couleur, la largeur du trait, le type de trait. Je viens cliquer sur OK et ça me permet de pouvoir, là, je suis très abstraite dans mes dessins, ça me permet de pouvoir annoter. Je peux le faire sur l'ordinateur avec la souris, comme je pourrais le faire avec un crayon pour le TBI. La différence, c'est que si j'utilise mon crayon de la plateforme et que je viens sélectionner une région, vous voyez, ça suit exactement ce que je demande au niveau de la grosseur. Alors que si vous utilisez vos crayons de TBI, évidemment, c'est comme si j'avais deux logiciels superposés un par-dessus l'autre. Fait que c'est sûr et certain que votre trait va rester pareil comme vous l'avez fait. Ce n'est que votre page qui va grossir parce que c'est comme deux logiciels à poser un par-dessus l'autre. Ce n'est pas intégré. Alors que mon crayon de plateforme, lui, est complètement intégré. Donc, si je demande de rapetisser, de grossir, si je change de page, ça va rester en place. Alors que si vous prenez le crayon de votre TBI, c'est sur le TBI que c'est disponible et non dans votre cahier directement. J'ai ensuite mon surligneur qui fonctionne exactement de la même façon où je peux choisir mon trait et même je peux aller en trait continu pour pouvoir, et je clique sur le OK, pour pouvoir venir surligner des choses dans mon texte. Ensuite vient évidemment l'efface. Je pourrais décider de prendre la grosse efface comme ça ici et venir les effacer une à la fois. Comme je pourrais aussi demander de tout effacer via la petite poubelle ici. C'est plus rapide quand on en a plusieurs. Mon petit cœur ici sert à mettre des pages dans les favoris. Je ne ferai pas un long détail sur les favoris. En cliquant sur le cœur, vos pages vont apparaître directement ici dans les favoris. Ça nous permet de nous promener un petit peu plus rapidement sur certaines pages de théorie dont vous auriez besoin de revenir, soit en fin d'étape, en fin d'année pour faire de la révision. Mes deux icônes très importants ici pour la classe à distance qui vont vous aider énormément. Je commence par le bouton « Ajouter ». Je vais revenir au bouton « Vue de groupe » tout de suite après. La zone CEC permet déjà actuellement d'ajouter du matériel à votre cahier enseignant. Et vous pouvez ajouter soit du texte, donc aller écrire un bloc de texte que vous venez placer dans une page, d'ajouter un hyperlien. Peu importe ce que vous trouvez, un petit vidéo YouTube que vous trouvez intéressant, une émission, un reportage que vous avez trouvé que vous aimeriez que vos élèves écoutent, là on est en français, ça répète une situation d'écoute que vous avez trouvée intéressante et pour donner accès rapidement aux élèves et vous ne pas l'oublier, on peut l'ajouter ici dans le cahier. Ça pourrait même être un enregistrement audio. Vous pouvez enregistrer un petit bout de texte pour parler à vos élèves directement et venir l'intégrer dans les pages de votre cahier. Et ça peut aussi être un document. Le document, c'est tout ce que vous avez dans votre ordinateur actuellement, que ce soit une image, un schéma que vous avez créé, un mini-test sur Word que vous avez fait, un PDF, peu importe, vous pouvez, via ce petit lien-là, aller chercher des choses dans votre ordinateur pour pouvoir les intégrer dans votre cahier, ce qui fait en sorte qu'au fil du temps, votre matériel devient très riche et tout se retrouve au même endroit. Je vous montre un petit peu avec un texte comment cela fonctionne. Je peux choisir mes deux grosseurs de caractères. Je viens inscrire, je suis très
très succincte dans mon exemple. Je viens inscrire ce que je veux me souvenir ou ce que je veux partager avec mes élèves. J'ai ici note privée. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez partager avec vos élèves, mais vous pourriez aussi décider que vous gardez certaines choses pour vous. Il faut quand même vous donner les deux choix. Oui, en mode, quand vous créez votre groupe, vos élèves joignent votre groupe et ont accès à votre cahier pour que vous puissiez leur partager des choses, mais c'est important quand même que vous puissiez avoir la possibilité de garder certaines notes, des choses que vous ne voulez pas oublier de leur dire, des annotations pour des évaluations, bref, peu importe, d'avoir l'option de garder ça privé. Si je clique sur notes privées, vous voyez un petit cadenas est apparu et ça fait en sorte que les élèves, même s'ils ont accès à votre cahier, ne verront pas ces notes-là parce qu'ils sont à vous, notes privées. Alors que si je ne le clique pas, je viens mettre mon petit bout de texte, je choisis la couleur de ma pastille, disons qu'on va y aller pour le corail, et je viens enregistrer. Vous voyez, mon petit icône est apparu ici et je peux le déplacer et aller le mettre là où je veux dans ma page. Ensuite, en cliquant directement sur ma pastille, apparaît ma note. La différence avec ces deux-là ici, quand vous allez voir des icônes bleu marine, un peu plus bleu foncé, ce sont des choses qui appartiennent à la collection, donc des liens qui ont été ajoutés par l'édition, par les gens qui ont créé le matériel. Le E+ fait référence aux exercices interactifs. La petite trombone fait référence à des hyperliens qui mènent vers du matériel supplémentaire. Donc, ce qui est bleu, c'est ajouté directement par la collection, donc toujours présent dans la collection. Et ce qui est en couleur, vous voyez, vous aviez tantôt vraiment 5 choix de couleurs de pastille, mais pas du bleu. C'est volontaire que ce ne soit pas du bleu pour différencier ce qui appartient à la collection de ce que vous ajoutez. Toutes les notes restent dans la plateforme numérique tant et aussi longtemps que vous ne venez pas les supprimer. La plateforme enregistre tout en temps réel. Ce que vous ne voulez pas garder, vous devez le retirer. Et ce que vous voulez garder, vous le laissez là et il va poursuivre même si vous changez, si vous êtes 3 mois sans utiliser votre collection, tout ce que vous avez inclus dedans va rester là. L'important, c'est d'aller réactiver un nouveau code à la fin, quand votre licence vient à échéance, d'aller activer votre nouveau code avant la fin de votre licence pour pouvoir perdurer au niveau de vos notes que vous avez prises dans votre cahier. Ça se transfère, alors automatiquement, vous ne perdez pas ce que vous avez ajouté. C'est important de ne pas défaire le travail qu'on met parfois à enrichir un matériel. Là où ça devient intéressant, c'est que quand quand les élèves ont un cahier numérique, ils peuvent avoir un combo de cahier papier et numérique, ils peuvent avoir un cahier papier, mais ils peuvent avoir aussi un cahier numérique. Quand l'élève a un cahier numérique et que vous aussi, vous avez votre licence enseignant, vous pouvez créer un groupe. Je viens vous montrer comment on crée un groupe. Le groupe sert à vous mettre en relation. Ça marche un peu comme un Google Class. Même fonctionnement pour les mêmes possibilités. Ça vient vous mettre en contact direct avec vos élèves. Vous êtes au secondaire, c'est sûr que la plupart d'entre vous ont plusieurs groupes. Donc, par groupe classe, vous allez vous créer un groupe. Pour créer un groupe, on vient dans le petit menu hamburger qui est ici. Ici, on a toutes nos fonctionnalités et j'ai une icône qui s'appelle Gestion des groupes. Quand je viens cliquer sur Gestion des groupes, m'apparaissent mes groupes, bien entendu. Là, j'en ai quelques-uns quand même pour des présentations et des tests. Et pour créer un groupe, il s'agit tout simplement de venir cliquer sur le plus de la fenêtre vierge et on me demande Nouveau groupe. On met mon nom comme propriétaire. Évidemment, il y a 0 membre parce que les élèves n'ont pas encore joint le groupe. Je viens lui donner un nom. Je vais l'appeler Test 3 juin. Et je fais simplement terminer. Alors, il s'appelle Test 3 juin. Si je veux changer son nom, j'ai le petit crayon qui me permet toujours de le faire à côté ici pour pouvoir aller l'appeler autrement. Mettons que je me suis trompée puis je ne veux pas l'appeler comme ça ou que d'une année à l'autre, je veux changer mes noms de groupe. Ça génère automatiquement une clé qui apparaît ici. Je la prends en note. Là, je vais la prendre en note. Vous y avez toujours accès sur votre icône de groupe. Elle va toujours être là. Je vous le montre tout de suite après. Moi, je la prends en note parce que je veux aller faire un petit bout de chemin avec vous tantôt dans un compte élève et je vais avoir besoin de cette clé-là. Alors, quand je reviens
sur mes pas et que je reviens dans mes groupes. Vous voyez, le groupe qu'on vient de créer est apparu ici. Si vous avez plusieurs groupes, on recommence la même procédure. On vient cliquer sur le plus et on crée au début de l'année. Si vous enseignez à 4 groupes différents, que vous avez, je ne sais pas, moi, vous êtes en secondaire 1, vous avez le groupe 101, 102, 103, 104, bien, vous pourriez vous créer votre classe 101, classe 102, classe 103, classe 104. Et la clé est toujours accessible ici. Fait que quand vous allez retourner dans votre petit menu hamburger, cliquez sur Gestion des groupes, vous avez votre clé associée à chacun des groupes. Donc, c'est pas grave si vous ne les notez pas, ces clés-là, ils sont toujours accessibles à cet endroit-là. Donc, quand mon groupe est créé, je reviens dans ma plateforme, là où j'étais dans mon cahier. Et là, je viens sélectionner, j'ai mon petit icône vue de groupe. Les petits bonhommes, quand vous voyez des petites têtes de bonhommes ici comme ça, ce sont c'est l'endroit où on peut mentionner à la plateforme, écoute, je veux aller dans ce groupe-là. Parce que la plateforme, oui, elle le permet, mais elle ne peut pas deviner à quel endroit vous voulez aller. Moi, je m'étais préparé un petit groupe spécifique. Vous allez sélectionner votre groupe disponible à ce... Là, le nouveau groupe que je viens de créer, je vous explique parce que je vous entends réfléchir. Le nouveau groupe que j'ai créé est à 0 membre. C'est pour ça que je ne le vois pas comme groupe disponible ici, là, pour l'instant. Moi, j'ai mon groupe présentation que je m'étais préalablement conçu avec des collègues qui ont participé dans ce groupe-là. Fait que là, on va pouvoir aller consulter leurs choses. Alors, je viens sélectionner mon groupe. Et vous voyez, j'ai changé de mode ici. Est apparue au-dessus de mon groupe la petite image du groupe en question qui a été automatiquement générée que vous pourriez changer, ceci dit, dans les paramètres. Et mon livre est apparu en haut. Quand on parle de mon livre, c'est toujours le cahier de l'enseignant. Donc, votre livre, votre cahier à vous est sous le nom de mon livre. Si je clique sur ma petite flèche ici, je peux me promener dans le cahier de mes élèves. Comme là, je suis rendue dans Amélie Boulet, qui est une de mes collègues qui a rempli ces pages. J'avais demandé, moi, à mes élèves de faire la page 79. Je vais aller inscrire ma page 79 et voir si Amélie a fait ses travaux comme demandé. Alors, je descends. Eh bien oui, Amélie a fait ses travaux, donc elle a rempli ses cases. Donc, je peux consulter le cahier d'Amélie, les pages que j'ai demandées. Et non seulement je peux les consulter, mais en cliquant sur les endroits où elle a mis une réponse, je peux aller corriger les réponses d'Amélie. Un appartement, c'est bon. Alors, je viens lui cliquer bon. Je peux même lui mettre une petite note. Bravo. Et je fais confirmer. Vous voyez ici, ma petite case s'est transformée en un côté vert. Vert pour une bonne réponse, jaune pour une réponse incomplète ou à retravailler et rouge pour une mauvaise réponse. C'est les 3 codes associés aux 3 petits points que vous pouviez choisir. Je recommence ici, vous voyez, bon, incorrect ou à refaire. Le bon est vert, l'incorrect est rouge et le refaire est jaune. Et à chacune de ces sections-là, vous pouvez aller mettre une annotation et ensuite confirmer la réponse. Comme ici, c'est bon, je ne lui mets pas de note. Vous voyez, le caractère vert est apparu quand même sans la petite annotation. La petite annotation est ici et en cliquant dessus, l'élève peut voir la note que vous lui avez mis à ce moment-là. Ça nous permet vraiment de pouvoir aller faire de l'autocorrection directement dans chacune des pages des cahiers de vos élèves. Ça permet aussi d'aller consulter. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir le temps de faire ces corrections-là nécessairement ou que c'est ce processus-là que vous allez choisir au secondaire, mais ça se rend jusque-là les possibilités de la plateforme numérique. Mais ne serait-ce que pour aller voir si les exercices ont bel et bien été faits et de prendre en compte si les devoirs sont faits, bien à ce moment-là, c'est possible. Et en cliquant sur ma flèche, je change de cahier. Je suis maintenant dans le cahier d'Eliane. Ah, Eliane, elle n'a pas fait son devoir. Il n'y a aucune réponse d'annoter dans la page 79 qui avait été demandée. Et ainsi de suite. Je passe tous mes élèves. Là, je suis Adèle. Adèle, oui, Adèle, elle l'a écrit au crayon. Vous voyez, c'est une autre façon de procéder. Et là, je pourrais faire le même code de correction. Si l'élève, comme tantôt, j'avais Eliane. Si je reviens à Eliane. J'ai plusieurs élèves dans mon groupe quand même. Et voilà, nous revoilà, Eliane. Si l'élève n'a pas fait son travail,
même si je clique sur l'espace réponse, c'est quelque chose d'important que je voulais vous mentionner. Si l'élève n'a pas fait son travail, vous ne pourriez pas appliquer le code de correction. Ça fonctionne uniquement quand les réponses ont été appliquées par l'élève, le code de correction. À ce moment-là, il faut écrire directement à l'élève pour lui mentionner que son devoir n'a pas été fait et que vous lui donnez soit un temps supplémentaire ou qu'il y a une conséquence associée à ça. Mais si les réponses n'ont pas été appliquées par l'élève, il n'y a pas possibilité d'aller appliquer ce fameux code de correction. Et après, évidemment, on retourne dans notre livre. Je pourrais aussi cliquer directement sur mon petit icône et avoir aussi mes élèves comme ça. C'est une autre façon d'y parvenir. Et vous voyez, votre fameuse clé de groupe est encore ici. Vous l'avez plus souvent qu'autrement. Donc, il y a toujours moyen de la donner à vos élèves et de ne pas avoir à prendre ça en note. Moi, ça, c'est la clé du groupe de présentation que moi, j'avais préparé. Tantôt, je vous parlais de la petite, dans votre cahier à vous, de l'icône « Ajouter ». Pour que les élèves puissent consulter ce que vous ajoutez, soit en texte, en hyperlien, en plus de nos pastilles à nous, parce qu'avec le cahier numérique, ils ont accès directement à leurs exercices interactifs sur les petites pastilles directement. Ils ont accès aux hyperliens aussi, fait que ça devient très, très complet comme cahier numérique. Non seulement c'est un vrai cahier numérique dans lequel ils peuvent écrire directement avec l'ordinateur, avec un stylet sur le iPad, bref, de plusieurs façons, mais en plus, ils ont accès aux suppléments numériques qui sont ajoutés dans le cahier. Pour que vos élèves aient accès à ça, c'est important de venir cliquer sur « Partager » vos notes personnelles avec le groupe. Et l'important aussi, c'est de le faire pour chacun de vos groupes, parce que quand vous appliquez quelque chose à un groupe, ça s'applique à ce groupe-là en particulier. Si on veut que le groupe suivant ait les mêmes fonctionnalités, il faut aller l'appliquer. Quand on l'a appliqué une fois après, c'est fait. Il n'y a plus besoin d'aller toucher à ça. Comme je vous disais tantôt, la plateforme enregistre au fur et à mesure ce que vous faites. Si vous ne voulez plus avoir des fonctionnalités, il faut penser à aller les décocher. Mais il faut bien s'assurer qu'ici, le partager vos notes personnelles avec le groupe soit fait pour que l'élève puisse voir ce que vous ajoutez comme supplément. De là, l'intérêt au niveau de l'enseignement à distance, de pouvoir garnir votre livre et donner accès à toutes ces belles choses-là à vos élèves qui sont dans votre groupe. Alors, je reviens dans mon livre à moi. Je vais y aller par là. Et voilà. Là, je suis revenue dans... Vous voyez, la barre d'outils, elle est complète. Quand je suis dans le livre de l'enseignant, quand je suis dans mes livres d'élèves, ce n'est que pour des fonctions d'aller vérifier les réponses et pouvoir faire le code de correction. Ce n'est pas les mêmes outils qui sont disponibles. L'élève, lui, va avoir accès à ces outils-là aussi pour travailler. Là, je vais vous montrer tantôt, on va aller dans un compte élève pour voir qu'est-ce que ça fait comme différence et qu'est-ce que lui voit au niveau de la même chose. Fait que là, j'ai fait le tour pas mal ici au niveau de la barre d'outils. Je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer la fameuse ardoise dont Martin parlait au début. Elle est ici. Elle est toujours accessible ici avec le petit rectangle et le crayon. Je ne fais que cliquer dessus et vous voyez, ça ouvre automatiquement un espace blanc de travail. Quand je suis dans un produit mathématique, apparaît en bas des icônes qui vous donnent accès à toutes sortes de manipulation virtuelle, si on veut, des blocs, des tuiles de fraction, des plans cartésiens, bref, beaucoup d'outils mathématiques déjà intégrés. Alors que dans les autres matières, ce que j'ai, c'est une ardoise blanche qui nous permet, toujours avec le même crayon, de pouvoir venir faire des démonstrations, je pourrais faire tout ce que je veux finalement pour pouvoir aider les élèves et faire de la modélisation. Ensuite vient le moment de pouvoir supprimer. Là, elle ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas me supprimer tout ça? On va aller ici. Et non, elle ne veut pas me donner ma suppression. Normalement, la petite poubelle apparaît comme blanche et vous pouvez venir supprimer les dessins que vous faites là. Si jamais vous avez noté des choses que vous voulez garder, mettons, vous avez fait une œuvre d'art avec vos élèves et vous vous dites, j'aimerais ça l'utiliser avec mes autres groupes, avec le 102, le 103 et le 104. J'ai mis 20 minutes à la création de ça. Ce serait bien de pouvoir le conserver et le présenter dans mon prochain cours. Si j'affiche ici, si je vais sur « Afficher mes tableaux blancs », ça me permet de pouvoir enregistrer ce que je fais ici. Et avec, vous voyez, le même petit icône que j'avais dans mes groupes tantôt, je pourrais ajouter le nombre de tableaux blancs que je veux
et les renommer avec le petit crayon ici pour leur donner un nom. Ce qui fait que quand je viens ouvrir mon espace et que je veux les consulter, je pourrais aller rechercher directement dans cette liste-là les tableaux que je veux représenter à mes autres groupes sans avoir à refaire tout le schéma que je viens de faire ou toute la modélisation. Je pourrais aussi juste décider de le mettre à la poubelle et de supprimer le tableau. Ça, c'est vraiment libre à vous. Et je ferme mon espace simplement en cliquant sur le petit X qui était ici et non celui-là pour fermer la fenêtre complète de l'Internet. Ici, je vous explique ces petits icônes-là rapidement. La cloche sert aux petits messages que nous pouvons vous envoyer. Quand il y a des notifications, qu'il y a des nouveautés qui apparaissent, qu'il y a un petit problème technique de notre côté, qu'on ne veut pas que vous oubliez une mise à jour, des choses comme ça, un petit point rouge apparaît sur la cloche. Et en cliquant dessus, ça vous permet de voir le message qui vient des éditions CEC pour vous. De l'autre côté, juste à côté, avec le petit point d'exclamation, c'est plus l'icône qui vous permet, vous, d'accéder directement au soutien informatique, au soutien technique. Si vous avez un problème informatique ou technique avec la plateforme numérique et que vous n'arrivez pas à le résoudre, en cliquant ici, vous écrivez directement au soutien technique. À ce moment-là, vous pouvez expliquer brièvement votre problématique, vous laissez des coordonnées avec un numéro et un moment pour vous rejoindre et on va vous rappeler le plus rapidement possible pour vous aider avec ce problème technique-là au mieux de notre connaissance. Votre ardoise est toujours ici. La loupe, moi, je l'ai utilisée au début parce que j'ai une grande bibliothèque. Un enseignant qui aurait 3-4 groupes avec 2 matières, mettons, ou dans 2-3 degrés différents, peut venir avec une bibliothèque un peu plus chargée. Alors, pour aller plus vite dans ma bibliothèque, je peux utiliser la loupe et demander, c'est un outil de recherche dans la bibliothèque. Et mon dernier carré ici, c'est le mode plein écran. Si je clique là-dessus, je passe en mode plein écran. Ça peut être intéressant quand on est au tableau blanc interactif. Ensuite, en bas, j'ai ma table des matières. Mes favoris, les fameux favoris qui sont en lien avec le petit cœur dont je vous parlais tantôt. La table des matières peut être intéressante parce qu'elle nous permet d'aller quand même plus rapidement dans le cahier. Oui, vous avez des flèches ici pour passer d'une page à l'autre. Je peux venir ici installer le numéro de la page que je veux consulter. Mais je peux aussi y aller par la table des matières et aller section par section, être beaucoup plus, mettons que je veux cette section-là. Il m'amène directement à la page que j'ai demandée, automatiquement. J'aurais pu, c'est la page 16, mais j'aurais pu aussi aller taper page 55 ici, il va m'amener directement à la page 55. Je peux aussi ouvrir mon petit onglet puis de passer en mode navigation. Ou avec mon petit point ici, je peux me promener un petit peu plus rapidement. Quand je suis au TBI, là, moi, je n'ai pas un écran tactile, mais si je suis au TBI, je peux simplement d'un coup de doigt faire bouger mes pages de gauche à droite et pouvoir consulter, un peu comme un livre numérique, faire passer mes pages une après l'autre. Vous avez plusieurs modes pour vous promener dans la plateforme numérique pour que ça soit plus succinct et plus progressif, plus efficace pour vous. Ensuite, j'ai mon corrigé. Le corrigé est quand même intéressant. Je vais aller dans une page où on a des réponses normalement. Voilà. Alors, je peux toujours actionner mon corrigé. D'emblée, quand vous arrivez dans la plateforme numérique et que vous ouvrez les pages, d'emblée, le corrigé, il est masqué pour pas que les élèves voient dans les réponses tout de suite quand vous ouvrez la page. C'est à vous d'aller actionner le corrigé. Vous avez toujours le choix entre une réponse à la fois ou toutes les réponses, tout dépendant de la façon dont vous voulez fonctionner. Là, j'ai sélectionné une réponse à la fois. Quand je sélectionne une réponse à la fois, bien entendu, il faut que j'aille sélectionner chacune de mes cases pour faire apparaître les réponses. Alors que là, je vais le masquer et je vais lui redemander toutes les réponses. Si je viens sélectionner toutes les réponses, je vais d'abord me mettre en pleine page pour vous permettre de voir vraiment qu'est-ce que ça fait. Je sais que c'est petit puis que c'est pixelisé, là, surtout à l'écran, en partage d'écran comme ça. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait, toutes les réponses. Et voilà, toutes les réponses apparaissent automatiquement. Ça peut être un mode autocorrectif où les jeunes peuvent venir proche du tableau en avant et corriger un double page ou une page complète. C'est vraiment selon votre enseignement. Je peux vous dire d'emblée que c'est souvent plus une réponse à la fois qui est choisie par les enseignants. Et je viens remasquer. Je vais repasser en demi-page pour vous éviter la nausée que ça cause quand c'est pixelisé. Et vous avez toujours accès à vos ressources et reproductibles, la fameuse vignette reproductible que je vous ai présentée au début dans la bibliothèque. Vous y avez accès, vous pourriez retourner dans votre bibliothèque pour les chercher. Je pourrais même passer par ici
avec ma petite flèche où là, j'ai toutes mes vignettes qui sont disponibles directement ici. Donc, je pourrais aller dans mes reproductibles ici, mais je peux aussi y aller en l'actionnant comme ça ici. Et là, on me dit, ce sont toutes les ressources disponibles. Je pourrais même décider que je lui demande associé à la page en cours. Ah, non, il n'y en a pas de disponible pour la page en cours. Je peux aller dans mes modes de discours où on me donne les fiches qui sont disponibles. Et en sélectionnant ma vignette, j'ouvre les fiches qui sont disponibles. Comme je vous disais tout à l'heure, PDF, Word, à chacune des sections pour chacune des fiches que vous avez à cet endroit-là, toujours, pour vous permettre de pouvoir modifier le tout. J'ai fait le tour au niveau d'un compte enseignant. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça vous donne de plus? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre élève? Maintenant, je vais me déconnecter et je vais aller vous montrer dans un compte élève qu'est-ce que ça fait. Alors, je vais sélectionner mon compte élève à moi. Et voilà. Là, je suis rendue dans mon compte élève. Alors, l'élève, ce qu'il voit, lui, vous voyez, j'ai activé le même contenu que celui que je viens vous montrer dans le compte professeur. C'était volontaire de ma part. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas les mêmes vignettes de disponibles dans un compte élève. L'élève, lui, a son cahier. Ce n'est pas un cahier corrigé, mais bien un cahier. Il y a son code et ses exercices interactifs. Alors, toute la section des reproductibles où il y a les évaluations, les choses comme ça, l'élève n'a pas accès à ça. L'élève a ses composantes élèves à lui. Pour la première chose qui est bien importante qu'il devra faire, c'est évidemment lui aussi de créer un compte, exactement pareil comme j'ai montré tout à l'heure en allant cliquer « Je n'ai pas de compte » et suivre la procédure d'inscription. Et ensuite, via le petit plus ici, venir activer le code à 8 lettres majuscules, de bien respecter les majuscules pour faire activer son contenu de matière première. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller joindre votre groupe. Vous, comme enseignant, votre travail, c'est d'activer votre contenu au début de l'année et de créer votre groupe. Ensuite, de fournir à vos élèves d'un même groupe la clé, la fameuse clé qui a été générée tout à l'heure que j'avais pris en note là, du nouveau groupe que j'ai créé. Alors, je voulais vous montrer comment joindre un groupe. C'est le même chemin que vous. Menu hamburger, gestion des groupes. Mais là, vous voyez, je suis dans un compte élève, donc je n'ai pas les vignettes pour créer des groupes. Je n'ai pas cette fonctionnalité-là. Moi, quand je suis un élève, j'ai juste la fonctionnalité de rejoindre un groupe. Je viens cliquer sur « Rejoindre un groupe » et il me demande la clé du groupe. Je l'avais pris en note tout à l'heure, alors on va le faire ensemble. Je viens rentrer et là, pour les clés de groupe, c'est toujours 6 lettres majuscules. Là aussi, la majuscule est importante. Et je viens cliquer un OK. Et vous voyez, mon test du 3 juin qui m'appartenait à moi, c'est ajouté. Donc, j'ai joint ce groupe-là comme élève. C'est ce que l'élève doit faire pour pouvoir voir ce que vous lui partagez. J'ouvre mon cahier et vous voyez, d'emblée, comme j'ai joint le groupe, j'ai mon livre, qui est le livre de l'enseignant, et mes élèves. Bien, mon élève, moi, et le livre de l'enseignant. C'est la seule chose que l'élève va voir, c'est ça. L'élève ne peut pas voir et aller jouer dans les cahiers de ses camarades de classe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il pourrait pas, Gabriel ne pourrait pas, par exemple, faire un mauvais coup à Thomas et aller effacer les réponses qu'il a mis dans son cahier. Ce n'est pas possible. L'élève a accès à son cahier à lui et il a accès à votre cahier enseignant selon les notes que vous ne cliquez pas privées, que vous voulez bien partager avec lui, et ou les hyperliens, et ou les vidéos, et bref, ce que vous partagez avec lui dans votre fonction « Ajouter ». L'élève aussi peut s'ajouter des trucs dans son cahier d'élève. Il n'y a aucun souci avec ça. Au niveau de l'élève, ça ressemble à ça. Et il y a son crayon, il y a les mêmes fonctionnalités que vous. Vous voyez ici en haut, lui n'a pas accès à l'ardoise, du moins pas pour le moment. C'est une fonctionnalité enseignante de pouvoir aller choisir l'ardoise, la barre d'outils mathématiques et faire de la modélisation quand vous êtes en mode enseignement. Et évidemment, il y a sa table des matières et ses favoris et vous voyez bien entendu qu'il n'y a pas accès ni à vos ressources, ni à vos reproductibles,
par là non plus. Pour le reste, toutes les fonctionnalités se ressemblent vraiment. Si l'élève, je vais retourner, j'ai oublié une chose importante dans le compte. Pour le compte élève, c'est ce que je voulais vous montrer. L'élève doit activer son contenu, doit aller joindre votre groupe pour pouvoir accéder à votre livre et au sien. Au niveau de l'élève, ça ressemble à ça. Je retourne dans mon compte enseignant et la dernière chose que je veux vous montrer avant de terminer tout ça, c'est la possibilité d'aller gérer les exercices interactifs et d'aller les régler, ces exercices interactifs-là. La bibliothèque complète fait en sorte que c'est un petit peu plus long. Vous, ça ne fera pas la même chose. Alors, je suis retournée dans mon matière première. Ici, j'ai les exercices interactifs. Les exercices interactifs sont libellés de la même façon que le cahier. Donc, vous allez retrouver les mêmes sections dans le même ordre que le cahier, ce qui fait en sorte que vous pourriez facilement dire à vos élèves, faites la section sur le nom, le déterminant, l'adjectif. Vous pouvez vraiment vous fier aux sections que vous voyez dans le cahier pour donner les exercices en fonction de cette matière-là. Soyez assurés que quand l'élève a cette section-là à faire, les exercices sont vraiment en lien avec la matière qui a été enseignée. Évidemment, si je ne viens pas activer de groupe ici, mes exercices interactifs, je peux les faire directement au tableau interactif avec eux. Je suis comme en mode, comme un élève. En fait, j'ai accès aux exercices interactifs de la même façon qu'un élève. C'est la façon de les consulter. Par contre, si je veux être en mode enseignant et aller consulter les résultats de mes élèves et aller gérer, régler ces exercices interactifs-là, il faut que je vienne sélectionner mon groupe ici. Je vais reprendre mon même groupe de présentation parce que, évidemment, j'avais demandé à mes collègues aussi d'aller faire une section d'exercices interactifs pour le bien de la cause. Alors là, vous voyez, j'ai changé, je suis rendue dans mon groupe, donc j'ai vraiment tout mon mode de réglage qui est apparu, ainsi que mon mode de consultation des résultats c'est le petit graphique qui est au bout. Donc, dans chacune des sections, j'ai toujours accès ici, en actionnant mon petit tableau, aux résultats de mes élèves. Fait que vous voyez, mes élèves ont quand même fait une certaine partie du travail. J'ai chacun de mes élèves qui vient ici, et il se classe par ordre alphabétique de nom de famille. C'est pour ça que PP 2010, lui, comme c'est un 2010, il est en premier. Et ensuite, on est par ordre alphabétique. Tous vos élèves vont vous apparaître en ordre alphabétique ici. Et rapidement, vous allez pouvoir voir visuellement qu'est-ce qu'il y en est. Quand c'est une petite ligne qui apparaît ici, c'est que l'exercice n'a pas été complété, n'a pas été fait par l'élève en question. Les chiffres rouges dénotent des réponses qui ne sont pas bonnes et les chiffres verts dénotent des réponses qui sont bonnes. Alors, rapidement, visuellement, vous pouvez voir, est-ce que j'ai une majorité de vert, j'ai une majorité de rouge dans mon groupe? Est-ce que je dois reprendre la notion en grand groupe ou j'ai plutôt 2-3 élèves qui nécessitent un petit peu plus de soutien ou de récupération sur cette notion-là? Et vous avez vos exercices un à un qui vous apparaissent ici en utilisant ma flèche, je peux venir jusqu'au bout. Cette section-là comprenait 15 exercices interactifs. Alors, j'ai Adèle qui a été très, 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 très bonne, qui a fait ces exercices jusqu'au bout. Et évidemment, le chiffre, ce que ça vient vous indiquer, si c'est un 2, c'est que l'élève s'est réessayé 2 fois. Donc, il a essayé son exercice 2 fois avant de le réussir. La première fois, il ne l'a pas réussi, il l'a réessayé, ça fait un 2 vert. Si c'est un 2 rouge, il s'est essayé 2 fois, mais il ne l'a toujours pas réussi, il a abandonné. Ou vous lui avez donné accès à seulement 2 essais. Ça, on va aller dans les réglages après et je vais vous expliquer le tout. Évidemment, au bout de la ligne, le résultat se compile automatiquement pour chacun des élèves, de même que la moyenne du nombre d'essais de chacun. Vous pourriez décider de pondérer le résultat si vous voulez, oui ou non, donner un certain pourcentage selon le nombre d'essais de réussite par rapport à d'autres. Et là, je ne suis pas capable de monter ma fenêtre et je vous le dis, mon écran est très, très, très petit. Mais en bas, vous avez le résultat total qui vient se compiler et la moyenne du nombre d'essais de tout votre groupe aussi qui vient se compiler automatiquement. Ensuite, vous voyez ici, vous pourriez réinitialiser.
ces exercices-là. Il faut faire attention. Réinitialiser, ça peut être utile quand on arrive en fin d'étape, en fin d'année, et qu'on veut permettre à l'élève de faire une certaine révision et de refaire les exercices. La chose importante à se rappeler que si vous réinitialisez non pas pour un élève, mais bien pour tout votre groupe à la fois. On ne peut pas aller réinitialiser les exercices actuellement pour un seul élève, mais bien par groupe classe. Réinitialiser, c'est pour chaque groupe. Évidemment, vous pourriez décider de réinitialiser les exercices pour un groupe et ne pas le faire pour l'autre. Ça, c'est possible. Mais quand vous cliquez sur réinitialiser, ça vient réinitialiser les exercices. Donc, les élèves, quand ils rentrent dans leur compte d'exercices interactifs, ils les voient comme s'ils les avaient pas fait. Ça apparaît pas fait. Alors que si vous ne réinitialisez pas et que l'élève veut aller en refaire, bien, il va continuer jusqu'au nombre d'essais maximal que vous lui avez donné, mais il ne verra pas ces exercices comme non faits. Il va reprendre là où il avait laissé. Alors que si c'est réinitialisé, c'est comme si on faisait table rase et qu'on repartait à zéro. Fait que pour les révisions de fin d'année ou de fin d'étape, ça peut être très intéressant. Exporter, vous pourriez décider d'exporter tout ça dans votre ordinateur. Ça vient sous forme de tableau Excel. Vous pourriez les garder dans votre ordinateur ou même les imprimer directement. C'est des fonctionnalités qu'on vous offre qui ne sont pas nécessairement les plus prisées, mais sachez que c'est disponible là. Par contre, tout le long de votre licence enseignant, vous pouvez toujours les consulter tant et aussi longtemps que vous ne réinitialisez pas. Ces résultats-là restent complètement disponibles là, pour vous. Je retourne là où j'étais. Donc, je reviens. Ça, c'est pour la consultation des résultats de votre groupe. Ensuite, j'ai mes réglages. Vous avez certains petits réglages qui vous sont offerts rapidement, ce qui fait que je peux décider que je ne donne pas accès à toutes mes sections. Fait que juste en un clic, je peux faire apparaître mon cadenas rouge qui veut dire que c'est barré. Donc, l'élève, même s'il a activé son contenu, le fait qu'il soit en lien avec vous dans le groupe, c'est vous qui décidez. C'est vous le maître du groupe. Donc, si vous ne lui donnez pas accès en ouvrant, en déverrouillant, le cadenas devient vert et ouvert à ce moment-là. Tant et aussi longtemps que le cadenas n'est pas vert, l'élève ne peut pas faire les sections d'exercices qui sont proposées. Formatif ou sommatif. C'est la différence entre formatif, c'est pour se pratiquer, faire des essais. J'ai accès à une théorie que je pourrais décider de bloquer. J'ai accès à un corrigé que je pourrais aussi décider de ne pas leur donner le corrigé. Ça pourrait devenir des exercices vraiment de pratique, mais sans qu'ils soient autocorrectifs. Ça, c'est vraiment à vous de venir décider. Alors que si je passe en mode sommatif, donc évaluatif, mini-test, automatiquement, la théorie et le corrigé sont bloqués et enlevés. On passe vraiment dans un mode de mini-test. Et si je vais un petit peu plus loin dans mes réglages, la roulette, elle sert à ça ici, d'aller dans un réglage un petit peu plus approfondi. Vous voyez, il m'est apparu ici un panneau de réglage. Et là, je peux décider de verrouiller, déverrouiller. Je pourrais même avoir un déverrouillage automatique de telle date à telle date. Si vous voulez donner des exercices à faire et que vous voulez donner à vos élèves une semaine pour les faire ou 2-3 jours, vous pouvez venir mettre une date de début ici et une date de fin en utilisant le déverrouillage automatique. Ça pourrait aussi être le mode, soit le mode formatif ou le mode sommatif que vous venez changer. Là, comme j'avais actionné le mode sommatif, je suis à un seul essai. Automatiquement, la plateforme devient un seul essai. Alors que si je retourne en sommatif, mon maximal est à 10 et vous pouvez venir le mettre à 3, à 4, tout dépendant de ce que vous avez envie de donner comme nombre d'essais à vos élèves. C'est vous qui venez le décider. Ensuite, votre affichage. Donc, est-ce que je veux que mes élèves aient accès au corrigé après un essai? Logiquement, si vous avez donné 3 essais, c'est bien de mettre le corrigé après 3 essais pour que ce soit des vrais essais. C'est vous qui venez le choisir ici aussi. Je pourrais décider d'avoir la théorie ou de ne pas avoir la théorie. Et ici, petite fonction très intéressante que je trouve, c'est l'ordre aléatoire des questions. Quand je suis en mode sommatif, ça peut être aussi utilisé en mode formatif, il n'y a pas de souci. Mais quand je suis en mode sommatif, donc en mode mini-test, si je viens actionner le mode ordre aléatoire des questions, j'essaie de limiter autant que faire se peut un peu le plagiat. C'est-à-dire que les élèves vont avoir, tantôt on voyait que dans le nom, il y avait 15 questions différentes, bien, les élèves vont avoir accès aux mêmes 15 questions en bout de ligne,
mais Thomas, lui, va avoir sa question 1 au numéro 1. Alors que son ami à côté de lui, ben lui, la question numéro 1, ça va être la numéro 8. Ce qui fait que l'ordre n'est pas la même pour chacun des élèves du même groupe. Fait que ça peut être intéressant là, de venir sélectionner l'ordre aléatoire des questions. Et ensuite, je fais, mettons, verrouiller pour le nom ici et je fais appliquer. Les réglages ont été appliqués, c'est parfait. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut aller régler et vous faites le nombre de choses. Ça pourrait être tout sélectionné en même temps. Au début de l'année, c'est souvent ça qu'on suggère à la majorité des enseignants, c'est aller tout verrouiller et vous déverrouillerez, mais mon Dieu, c'est dur sur la prononciation, ce mot-là, au fur et à mesure de votre enseignement pour éviter de brûler tous ces exercices interactifs-là parce que les jeunes, des fois, peuvent trouver intéressant d'aller faire ces petits exercices-là. Alors, en les verrouillant et en les déverrouillant au fur et à mesure que vous voyez votre théorie, ça vous donne, pour certains, dans certains matériels, il y a quand même beaucoup d'exercices. Je pense juste à notre collection de mathématiques Horizon en secondaire 1-2 où il y en a 2000 par niveau. À matière première où il y en a 1500 par niveau, quand même, c'est des bonnes quantités d'exercices et quand ils sont bien gérés, ça vous permet vraiment de faire un suivi assez exceptionnel là, au niveau de la zone CEC avec les élèves. D'autant plus quand nous sommes à distance. Alors voilà, ça complète de mon côté ce que j'avais à vous dire par rapport à la zone CEC. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ce sera plus sympathique de cette façon. Voilà. Alors, Eliane, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour qu'on puisse éclaircir les derniers points? Écoute, je suis en train de répondre. Il y avait beaucoup de questions là, sur le chat, mais pas particulièrement à ce moment-ci. Peut-être qu'à la fin, on pourra faire des micros ouverts pour. Ben, on est pas mal rendu là, je On dirais. est pas mal rendu là. Ah oui. Parfait. Donc, je te laisse aller de ce côté-là. Est-ce que... Alors, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez lever la main avec le petit icône de la petite main. Puis, ça me fera plaisir de pouvoir répondre au mieux possible à votre demande. Alors, oui, M. Pagé, vous pouvez ouvrir votre micro et me poser votre question. Oui, bonjour. Simplement pour savoir, je sais qu'actuellement, les guides du maître sont disponibles aux parents et aux élèves dans la situation COVID. Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas le guide du maître qui est disponible aux parents et aux élèves, mais bien juste le corrigé des cahiers numériques. Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est important. Est-ce que ces corrigés seront disponibles encore à l'automne ou évidemment, ça va être seulement... non. Ça sera plus disponible. Ce sera plus disponible pour les parents, bien entendu. C'est un matériel qui est enseignant, les corrigés, et ce sera à vous de voir si vous voulez partager avec les élèves certains de vos corrigés sur... mais là, étant donné que la zone CEC va devenir une zone d'enseignement à distance, bien, ce sera libre à vous de partager ce que vous voulez partager. On demande toujours à ce que ce soit sécurisé. C'est une question de droit d'auteur, là, c'est à ce niveau-là. Fait que vous pourrez décider avec qui vous partagez et combien de temps vous le partagez de façon complètement sécurisée pour les corrigés, mais les parents n'auront plus accès aux corrigés à l'automne, bien entendu. C'était vraiment une mesure pour... quand le confinement est tombé là, à la mi-mars, on voulait pouvoir aider le maximum de parents possible à accompagner leurs enfants à la maison. C'était la raison du comment, du pourquoi c'est devenu accessible. Puis je précise aussi qu'on le fait via la zone CEC, donc c'était des corrigés qui étaient consultables uniquement. Il n'y avait pas de possibilité pour personne d'aller télécharger ça ou imprimer ça. Fait que c'était vraiment à titre de leur rendre la tâche plus facile là, pour la fin de cette année scolaire-ci. Merci. C'est sûr que pour nous, par contre, tout ce qui était dans le cahier devenait du formatif. On ne pouvait plus faire de fait de sommatif avec ça. Oui, je comprends bien ça. Merci beaucoup. De rien. Madame Geneviève Roy, je vois aussi que vous avez levé la main, alors vous pouvez ouvrir votre micro et me poser votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise avec vous. Pour le cahier Origine, on a un problème récurrent en début d'année avec les codes d'inscription. C'est pénible. On a beau leur dire dès le premier cours de ne pas jeter, de ne pas arracher les codes d'inscription. Mon Dieu, on se bat. Je crois qu'Eliane doit être tannée que je l'écrive à chaque début d'année pour lui dire « Peux-tu m'envoyer des nouveaux codes? » Il y a encore des parents qui les ont arrachés avant même que je les vois. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen ou je ne sais pas trop parce que vraiment, c'est très, très lourd, là.
Ben, on prend votre commentaire en note. C'est sûr que même moi, à titre de délégué, c'est un genre de demande récurrente que j'ai au début de chacune des années aussi. Fait que je suis vraiment pas surprise. Ça me fait sourire, c'est sûr et certain. Je suis pas surprise de ce que vous dites là parce que ça arrive. Le bout qui me surprend un peu, c'est que vous me disiez que des parents arrachent ça. Ça, c'est quand même, c'est la première fois que je l'entends celle-là. Mais au niveau des élèves, ça arrive fréquemment. Sachez, par exemple, qu'on répond le plus rapidement possible et on vous en envoie par courriel pour remplacer ceux-ci, là, bien entendu, quand vous avez des demandes en début d'année. Mais on va transmettre votre commentaire là, au niveau des codes. Si on peut améliorer le tout, on le fera. Oui, puis en attendant, Madame Roy, ça me fera toujours plaisir de vous envoyer des nouveaux codes. Merci beaucoup. On comprend les enseignants qui nous font cette demande-là, puis on n'est pas fâchés après aucun d'entre vous. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame France Lalancette, je vois votre petite main levée. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, moi, je ne me suis pas servi beaucoup des plateformes avec mes élèves. L'élève, il s'inscrit comment, là? Il fait comme nous, il s'inscrit dans Amazon.com avec... Exactement le même processus. Il va cliquer sur inscription. Je n'ai pas de compte. Inscription. Il suit les étapes d'inscription en mettant son nom, son prénom, son établissement scolaire, en se créant un identifiant et un mot de passe qu'il note à quelque part, bien entendu. Il faut souvent leur répéter parce qu'ils ont tendance à ne pas le faire. Puis ensuite, il active son contenu et joint le groupe. Okay, c'est exactement le même processus. OK. Mais le code d'activation qui vient avec le cahier d'exercice, c'est quoi ça d'abord? Le code, vous avez deux codes possibles avec un cahier au secondaire. Le code d'exercice interactif, c'est un petit carton qui est pris dans le cahier. C'est probablement de ce code-là là, que Mme Roy parlait tout à l'heure. Il est pourtant, c'est une feuille qui est vraiment prise dans le cahier. Ça, c'est un code qui donne accès aux exercices interactifs, parfois aussi au cahier numérique. Mais vous pouvez avoir un deuxième code qui arrive sur un carton dans une petite enveloppe qui donne l'activation du cahier numérique, tout dépendant des composantes que vous allez choisir pour vos élèves. Est-ce qu'ils auront un cahier papier avec des exercices interactifs, un cahier papier et un cahier numérique en plus des exercices interactifs? C'est là où on a deux codes à activer, un pour le cahier numérique et un pour les exercices interactifs. L'élève, via le petit plus, comme j'ai montré tout à l'heure, va aller entrer ses codes un à la fois. OK. Mais ça, moi, je ne sais pas c'est quoi qui a été demandé. Moi, j'ai demandé le cahier d'exercice, mais je ne sais pas s'il va y avoir le cahier avec le code d'activation pour les exercices interactifs et le cahier ou pas, là. C'est avec votre secrétaire d'école que vous pouvez vérifier qu'est-ce qui a été commandé, est-ce que c'est la composante, le combo papier et numérique ou uniquement le cahier papier. Sachez qu'il y a beaucoup de nos produits qui viennent d'emblée avec des exercices interactifs. Je ne sais pas de quel produit vous parlez exactement. C'est quelle matière? Point de mire, mathématiques. Point de mire, bon. Ça, il y a plusieurs façons. Vous pouvez le commander avec des exercices interactifs ou pas d'exercices interactifs. Ça peut être en combo papier et numérique. Fait que vérifiez vraiment avec votre secrétaire d'école qu'est-ce qui a été commandé. Si c'est seulement la version papier, il n'y aura pas de code à rentrer. Ça, c'est sûr et certain. Si vous voulez que l'élève ait accès aux fonctions que j'ai présentées et que vous puissiez aller dans son cahier et faire tout le processus que j'ai montré, ça prend un cahier numérique et ou des exercices interactifs pour faire le réglage et la consultation des résultats des exercices interactifs. Fait que ça serait peut-être bon de vérifier avec votre secrétaire d'école quel produit exactement ils ont commandé ou ils ont demandé. Les cahiers d'exercices que j'ai, il y en a un code là, qui est attaché au cahier, mais... Ça, c'est les exercices interactifs. OK. OK, je vais vérifier. Bien, vérifiez ça, ça vaut la peine. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la main. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro, allez-y. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Alors, j'ai une question à propos des reproductibles. J'ai travaillé déjà avec la version numéro 2, j'ai commandé la version 3. Oui. À partir de quel moment on pourrait avoir accès aux reproductibles pour commander nos photocopies, ne serait-ce qu'un chapitre, si jamais on reprenait l'école en présentiel, si M. Arruda le veut bien? Écoutez, vous parlez de matière première, la 3e édition, c'est bien ça, hein? Oui, exactement. Oui.
Parfait. Bien, comme c'est un nouveau matériel, le matériel enseignant est encore en production. Le plus tôt possible, on pourra le mettre en ligne. Le plus tôt, on le fera. On peut garder si vous voulez laisser sur le clavardage votre commission scolaire, votre école, on va pouvoir vous répondre. Votre délégué va pouvoir vous répondre directement. On va s'informer à savoir quand est la date supposée là, de dépôt de tous les reproductibles pour matière première, 3e édition. Puis on pourra vous répondre là, le plus rapidement possible directement dans votre adresse courriel. Oui. Ma question, parce qu'elle est liée à certains engorgements et encombrements qui se passent à la CSDM à la rentrée. Oui, je comprends très bien. C'est une grande demande là, qu'on a d'accessibilité au niveau des reproductibles. Évidemment, quand c'est un nouveau matériel, ça nécessite un petit peu plus de temps. On veut produire quelque chose de grande qualité, donc ça nécessite un petit peu plus de temps, mais on fait au plus rapide possible. Puis comme je vous dis, laissez vraiment vos coordonnées là, sur le clavardage, puis votre délégué va entrer en contact avec vous pour vous donner l'information la plus précise possible qu'on aura. Parfait, merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vois une Marie-Josée. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Marie-Josée. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible d'explorer une collection en français en 5e secondaire d'ici la fin de l'année avec toutes les fonctionnalités que vous nous avez présentées. Certainement. Vous aussi, vous pouvez laisser vos coordonnées sur le clavardage et votre délégué va pouvoir vous envoyer un code démo. En fait, c'est des codes démo de 30 jours qui vous donnent accès au matériel que vous demandez, puis avec les fonctionnalités de la plateforme que je viens de présenter, effectivement. Fait que ça vous permet de vous familiariser puis de faire vos essais-erreurs sans aucun problème. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne vois pas d'autres personnes qui ont... Est-ce que je peux faire une suggestion? Oui, allez-y. Par expérience, normalement, moi, dès qu'on arrive en septembre ou fin août, début septembre avec les élèves, je prends un cours presque entier avec les élèves avec leur ordinateur pour faire l'inscription avec eux sur ma zone CEC. Parce que quand je leur demandais de le faire à la maison, c'était le bordel, ça ne fonctionnait pas. Bon, moi, j'enseigne secondaire 1, secondaire 3 et avec le secondaire 1, ça ne marchait pas. Ouais. Donc, je le faisais pas à pas avec eux autres. Je m'étais monté tout un système pour une image à la fois qui puisse suivre les étapes. Mais je ne sais pas ce qui va se passer en septembre. Et là, j'essaie d'imaginer, j'y vais au pire, là. Puis je me dis, je ne serai pas auprès d'eux pour faire l'inscription. Est-ce que ce serait possible de mettre sur la page d'accueil de ma zone CEC un lien vidéo qui montrait très lentement, étape par étape, comment faire l'inscription? Peut-être que ça pourrait aider parce que vraiment, même les parents m'écrivent et qui trouvent ça pénible, ils ne savent pas quoi mettre, à quel endroit ou comment. Donc, peut-être que juste un petit... Moi, je suis habituée de faire en enseignement des looms, par exemple, pour expliquer. C'est ça. Un tutoriel, oui. Ben, c'était prévu qu'on crée des tutoriels. J'aime bien votre suggestion de le mettre sur la page d'accueil. Fait qu'on va passer le message. Puis c'est une très, très bonne suggestion. Merci beaucoup. Oui, mais inquiétez-vous pas, c'était déjà prévu qu'on crée des tutoriels d'accompagnement, autant pour l'enseignant que pour l'élève qui pourra, dans toutes les étapes. On en a déjà quelques-unes, des capsules qui sont disponibles pour les fonctionnalités parce que, oui, là, je vous ai fait une présentation d'une grosseur là, sur plein de choses. C'est normal que toutes les personnes retiennent pas tout ce que j'ai expliqué du premier coup, surtout quand on est 3, 4, 5 jours sans le pratiquer, sans le faire, puis qu'on a plein de choses dans la tête. C'est normal qu'on ne retienne pas tout du premier coup, mais sachez que oui, c'est prévu qu'il y ait des tutoriels qui vous accompagnent là, pour chacune des fonctionnalités. Mais je retiens l'idée de la page d'accueil de la zone CEC pour accompagner les élèves. Ça, ce serait vraiment une excellente suggestion. Oui, c'est ça. Puis surtout, le faire peut-être, là, en tout cas, je m'embarque un peu, mais du point de vue des élèves, parce qu'ils décrochent très, très vite quand c'est juste un adulte qui parle, ou ça va vraiment trop vite, puis là, ils font à leur tête. Alors, ils font trop vite. Oui, c'est ça, parce que même moi, quand je le fais pas à pas avec eux, je me rends compte qu'il y en a 2, 3 qui étaient rendus plus loin, qui ont fait à leur tête, puis bon. Je vous comprends, je l'ai déjà exploité moi aussi.
J'en profite puisqu'il ne semble pas y avoir vraiment d'autres questions. Je me demandais parce que bon, j'utilise aussi beaucoup les exercices interactifs et tout ça avec mes élèves. Ça va très bien généralement, mais dans chaque section, je trouve qu'il y a un manque dans le sens que je ne peux pas séparer les questions ou me dire, OK, j'en prendrai une petite partie en formatif ou une petite partie en sommatif. Donc, par exemple, tantôt, vous nous montriez les exercices, puis il y en a un qui s'appelait le nom. Oui. Ça serait fun qu'il y ait le nom A, puis qu'il y ait, mettons, 10 questions, puis le nom B, puis qu'il y ait encore 10 questions similaires, mais quand même différentes, et que le A, on peut le mettre en formatif qui se pratique, puis le B, qu'il l'utilise, par exemple, en examen sommatif. Ça permettrait peut-être aux profs d'avoir une plus grande flexibilité, surtout si on fait cours à distance. Oui, ben on va prendre note de votre suggestion, effectivement, mais je veux quand même vous mentionner que quand on arrive, mettons, j'étais dans le nom tantôt, c'est la première section, j'ai pris vraiment celle-là pour présenter. J'étais dans la section classe de mots. Quand vous descendez à la fin de classe de mots, vous avez toujours une révision et un test qui est déjà disponible. Fait que vous pouvez aussi vous appuyer sur ces deux sections-là si vous avez des tests sommatifs à faire. Mais on va prendre note de votre suggestion vous en prendriez plus finalement. C'est divisé en A, B. Si je comprends bien votre demande. J'ai jamais vu les tests, là. Moi, je suis en sciences. À la fin d'une section, là, vous avez toujours, comme dans les classes de mots, c'est tout. C'est vraiment à la fin de chacune des sections, comme dans les classes de mots. Ensuite, vous avez les fonctions vous avez toujours une section de révision et de test à la fin de chacune du moins pour le produit en français, là. OK, non, il l'a pas en sciences. En sciences, on a... C'est ça, on a seulement, par exemple, chapitre 1.1, 1.2, puis après ça, il y a une petite section synthèse, mais ça finit là, et là, ça change de chapitre. OK. Bien, on prend note de votre commentaire. C'est sûr que c'est un produit qui plaît beaucoup, les exercices interactifs. Fait que si on peut les améliorer, bien, on le fera avec grand plaisir. En tout cas, un gros merci parce que vraiment, ça nous sauve de beaucoup là, avec ce qui nous est tombé sur la tête avec la pandémie. Oui, bien, ça nous fait plaisir de pouvoir aider au maximum qu'on peut. Merci. Merci à vous. Eliane, est-ce qu'il y avait d'autres questions de ton côté? Non, pas de mon côté. J'ai répondu là, sur le chat. Parfait. Je vois encore 2 mains levées. Je ne sais pas, je vois pas France Lalancette. Puis... Oui, bien, je lui ai déjà, elle a déjà parlé. C'est probablement juste qu'elle a oublié de baisser sa main. Parfait. L'autre personne, la main est partie. Donc, en guise de conclusion, ce que je vais vous mentionner, c'est que cette présentation-là a été enregistrée et à tous les participants, elle sera envoyée par courriel dans les prochains jours. Fait que si vous voulez la réécouter, faire des pauses, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir le faire. On va aussi vous transférer justement, je parlais de petites capsules, on va aussi vous transférer les petites capsules via ce courriel-là et une fiche d'atelier aussi à remplir là, que vous pouvez le faire. Si vous voulez avoir un suivi aussi au niveau de votre délégué sur certaines fonctionnalités, vous pourrez le mentionner là aussi. Ne vous gênez pas pour faire appel à nous. On est là pour vous aider au maximum qu'on peut. Quand on n'a pas les réponses à vos questions, on va les chercher les réponses et on vous revient dans les meilleurs délais possibles. On est là pour vous accompagner dans tout ça, bien entendu, autant maintenant qu'à l'automne. On vous a présenté des belles nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles à l'automne, mais sachez qu'on sera là pour vous accompagner. Peut-être en personne si c'est possible, sinon en visioconférence aussi ou téléphonique aussi souvent que ce sera nécessaire. On est vraiment là pour vous là, dans toutes les régions. Vous pouvez trouver sur notre site Internet une section où c'est inscrit « Trouver votre délégué ». Vous mettez votre commission scolaire, votre territoire à cet endroit-là et on vous donne automatiquement le nom de la personne qui vous accompagne. Vous pouvez cliquer sur le courriel, vous avez notre numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler. Vous nous dérangez jamais. Des fois, on a des petits délais parce qu'il y a plus de demandes qui rentrent, mais ça nous fait toujours plaisir de vous parler, de vous accompagner et de répondre à vos questions. Donc, ça termine de ce côté-là. Oui. Juste une question, je m'excuse. Madame, je pense que c'est Madame NEC qui avait une question. Elle aimerait ça en même temps connaître son délégué. Je me demandais, la CS Riverain, c'est dans quelle région? La CS de la Riveraine? De la Riveraine, OK. C'est dans le centre du Québec et c'est Brigitte. Non. Brigitte, OK. Oui. Donc, OK. Parfait. Au moins, ça va répondre à une partie de la question. Parfait. C'est vraiment Brigitte qui est la déléguée de la Riveraine maintenant. Ça a été moi dans le temps. Parfait. Voilà. Comment on fait pour rejoindre?
Comment on fait pour rejoindre? C'est moi qui ai posé la question. Vous allez directement sur le site Internet des éditions CEC. Pas la zone CEC, mais vraiment le site Internet des éditions CEC. Et dans le haut, vous allez trouver une petite section où c'est écrit « Trouver votre délégué ». Vous cliquez sur cette section-là et vous allez entrer votre territoire et votre commission scolaire et on va vous donner toutes les coordonnées de Brigitte. C'est Brigitte Fortier, son nom. Fait que vous allez pouvoir avoir accès à son courriel, à son numéro de téléphone sans aucun problème. Je viens de tout mettre dans le... Et Eliane a mis sur le clavardage le lien direct là, pour y accéder. Ben, j'ai mis en fait les coordonnées de Brigitte. Ben c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben voilà, ça termine cette présentation de la zone CEC, cette CEC pour cet après-midi. C'est comme je vous le disais, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec votre délégué. On peut refaire des présentations individualisées de groupes classes, d'équipes écoles sans aucun problème via les visioconférences, sans problème. Sinon, au téléphone, même, on peut se débrouiller facilement de ce côté-là. Alors, je vous invite pour vous déconnecter à cliquer sur la petite icône du raccroché rouge qui est complètement à droite au bout de votre barre d'outils sur l'outil de Teams. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute en espérant que ça a été constructif pour vous et que ça a éclairci certains points. Ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça. Moi, dans le bavardage, là, j'ai